Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. Abdoulaye Diop expose les failles des missions internationales en Allemagne. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, en visite à Berlin dans le cadre d'un sommet consacré aux opérations de maintien de la paix. Il est allé partager ses expériences, les expériences de son pays, le Mali, à ce sommet où le ministre malien est revenu sur essentiellement la MINUSMA, la mission des Nations Unies qui avait été déployée au Mali dans la lutte contre le terrorisme. Il qualifie cette mission tout de même d'échec, même s'il reconnaît certaines qualités. Il est allé partager ses expériences ou les expériences de son pays et surtout à exposer les failles de ces missions internationales, à appeler à leur amélioration. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adama Dronou. La MINUSMA a été une mission, même si elle a connu des échecs, il faut quand même reconnaître certaines de ses qualités, mais globalement, la mission n'a pas été à la hauteur des attentes des Maliens, assure Abdoulaye Diop. Je crois que le ministre des Affaires étrangères du Mali n'est revenu que sur plusieurs aspects de cette mission-là qui, d'un point de vue globalisé, connaît véritablement dans des failles, comme il a su donc le relever. Nous avons vu même certains chefs d'État africains en son temps, Idriss Déby, avant paix à son âme, l'avait dit que la mission onusienne sur le théâtre malien n'était pas donc adapté. Et bien évidemment, on parle de réforme, certes, mais au même moment, n'oubliez pas que, en tout cas, cette mission-là, ou ces missions onusiennes-là, ont des paliers au regard des menaces ou au regard, en tout cas, de la paix dont ils veulent être donc des acteurs. Malheureusement, le cas malien a été un cas assez révélateur pour la simple et bonne raison que le Mali, vous avez vu, nous avons les djihadistes qui combattaient les forces régulières, mais également des populations, mais en présence de ces forces-là, les populations dont on est censé, parce que lorsque vous prenez toutes ces forces-là, que ce soit la force onusienne, la force régulière, toutes ces forces-là, que moi je qualifiais des forces un peu d'embouteillage au niveau du Mali, ils sont là, mais les gens viennent massacrer les paisibles populations à main nue. Mais ils repartaient sans qu'ils soient donc inquiétés. Donc par rapport à cela, je pense qu'Abdoulaye Diop a su bien le dire. Comment une force de maintien de la paix peut être sur un théâtre où la paix n'y est pas? Comment on peut l'interpréter? Et ça, je pense qu'il a trouvé les acronymes idoines pour en réalité expliquer à cette tribune-là ce que devait donc être cette paix-là. Voilà pourquoi d'ailleurs même certains Maliens estimaient que l'ONU même était plus ou moins complice face donc au massacre que subissaient donc les populations. Puis en réalité, je pense que ce qui devrait, c'est vrai que j'ignore un peu les paliers, les différents paliers d'intervention des forces onusiennes sur des théâtres de guerre. Je pense que ce palier-là n'était pas adapté au Mali. Quelque part, c'est dire tout simplement que on était en train de légitimer quelque part, en tout cas ces djihadistes-là qui intervenaient là sur le Mali. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que les gens les gens qui n'ont pas d'identité propre, qui en réalité qui interviennent pour massacrer des gens sans réellement donc mettre sur la table des préoccupations que pouvait peut-être inviter l'ONU à pouvoir donc départager le Mali et ses forces. Donc il vient, il massacre. Mais au même moment, vous dites, vous protégez, vous maintenez la paix. Quelque part où les gens viennent intervenir et massacrer donc les populations. Comment on peut le comprendre? C'est en cela d'ailleurs même que pratiquement beaucoup, en tout cas je ne peux pas dire tout, la plupart des chefs d'État africains qui ont su quand même envoyer des troupes sur le théâtre aussi bien onusien ou pour porter main forte aux forces maliennes, disaient, puisqu'il y avait donc des soldats qui étaient donc menacés, il n'y avait pas que les soldats maliens, mais ça voudrait dire quelque part que c'était pas adapté, puisque quelque part, même si quelqu'un est en phase avec cette idéologie de l'ONU sur la paix au Mali, je pense que lui-même également mettait en cause, en tout cas, ou mettait ces forces-là en cause. Donc moi je pense que ce que dit Abdoulaye Diop est assez avéré et je pense que pour la plupart du temps nous sommes revenus là-dessus en disant que la force onusienne
au Mali, la MINUSMA n'était pas adapté à ce qui arrivait donc au Mali. Donc, il a trouvé la tribune idoine pour mieux l'exprimer, pour qu'à l'avenir, puisque cette paix-là doit toujours être protégée, Qu'est-ce mais elle est que ménagée. la MINUSMA aurait dû faire selon vous? Non, la MINUSMA devait constituer une force d'interposition aux côtés des forces maliennes pour combattre des forces ennemies qui étaient là. Une force de combat carrément. Carrément, sur un théâtre où nous savons que la paix était menacée. Donc, quelque part, j'étais en contradiction avec l'idéologie même que défendaient, en tout cas, toutes ces forces-là qui envoyaient des éléments sur le théâtre malien. Ce n'était pas adapté. Puisque, quelque part, eux-mêmes ne peuvent pas combattre les djihadistes. Mais au même moment, ne peuvent non plus pas protéger la population. Donc, quelle était donc l'utilité de leur présence? C'est en cela, d'ailleurs, même que le Mali, à la longue, a su quand même comprendre que pour que nous voyons clair, il faudrait quand même que ces forces-là partent. Comme ça, nous savons que nous avons en face des ennemis que nous devons donc combattre. Il ne doit pas avoir des forces d'interposition qui, en réalité, barraient la voie aux forces maliennes à pouvoir donc combattre régulièrement. Et nous avons vu à la suite les résultats. Merci beaucoup à vous, Adam Ajranou. Je reviendrai tout à l'heure pour un autre aspect de cette sortie du ministre Abdoulaye Diop. Alors, Daïmou, le ministre malien des Affaires étrangères, a exposé, comme on le dit, les failles de cette émission internationale qui était censée venir apporter la paix au Mali, mais qui, au final, la présidente ne l'a pas fait, a dû être priée de rebourser chemin. Oui, vous savez, la présence des forces onusiennes au Mali a deux regards différents. Il y a d'un côté le regard des Maliens, donc les attentes que les Maliens et les autorités maliennes avaient envers cette mission. Et de l'autre côté, il y a la mission même qui a été envoyée. Parce que le Conseil de sécurité en envoyé une mission dans un pays, lui confie un cahier de charge. Parce que d'un côté où les Maliens ne sont pas totalement satisfaits de cette mission, il faut reconnaître qu'au niveau du Conseil de sécurité, il y a une satisfaction envers cette mission parce qu'elle a respecté pleinement le cahier de charge qui lui a été confié. C'est là qu'il y a polémique. Il faut reconnaître que dans ces missions, une force de sécurité de l'ONU ne peut pas entrer en combat direct. Et la mission qui a été envoyée au Mali avait comme cahier de charge d'apporter un soutien logistique à l'armée malienne, d'aider à la formation donc voilà, au renforcement des capacités des militaires et surtout protéger l'intégrité du territoire malien. Parce qu'à un moment donné, l'intégrité du territoire était menacée. Il y avait les terroristes qui occupaient les territoires et menaçaient vraiment l'intégrité du territoire malien. Donc il fallait envoyer une mission qui pourrait aider vraiment à protéger le territoire malien. Et donc, cette mission, lorsqu'elle est arrivée sur le terrain malien, c'était d'abord de soutenir sur le plan logistique. Quand on fait le bilan logistiquement, la mission a quand même soutenu le Malien, même si ce soutien aurait pu se faire autrement. Là, c'est à revenir peut-être beaucoup plus tard. On aurait souhaité, d'accord, qu'on soutienne beaucoup plus avec les armes de combat, parce qu'aujourd'hui, le souci que l'armée malienne rencontrés sur le terrain, on parlait parfois même de l'insuffisance de munitions et c'est très grave. Donc, les forces onusiennes sur le terrain devraient quand même appuyer sur ce point l'armée malienne. Et aujourd'hui, la guerre est devenue beaucoup plus technologique. Le monde a évolué. Quand on voit les drones, c'est dommage quand même de voir que les terroristes aujourd'hui arrivent même à se procurer des drones de dernière génération, même que certaines armées régulières des pays. Donc, c'est en cela qu'on pourrait quand même accuser ou bien voir l'insuffisance de cette mission. Il y a aussi le renseignement et les informations. La force d'une armée, c'est le renseignement. C'est dommage qu'avec la technologie dont dispose cette armée ou bien ces missions, qu'il y ait des attaques sans qu'ils n'arrivent en amont à les anticiper. C'est dommage. Et certains même disent que parfois ils les anticipent, mais ils restent silencieux face à ces situations. C'est en cela qu'on les accuse d'être de mèche avec les terroristes. Mais ça ne reste que des accusations. Ça ne reste que des accusations et des accusations quand même très graves. Et donc pour moi, l'intervention du ministre malien est légitime.
mais il faut quand même qu'on revoie cette mission qui est confiée aux forces onusiennes sur le terrain. Aujourd'hui, cette force, elle est venue pour une mission bien déterminée, pour une mission bien précise. Maintenant, on dit qu'elle est là pour maintenir la paix, mais devant elle, il y a les pauvres citoyens, les civils qui sont massacrés par les terroristes. Doit-elle violer la mission pour laquelle elle est là pour intervenir? Si elle arrivait à intervenir, là, il y a encore la question de la souveraineté du Mali qui est confrontée. Elle n'a pas été envoyée pour intervenir militairement sur le territoire. Donc, il y a tous ces aspects-là qu'il faut tenir compte, mais vraiment, nous, on souhaiterait que cette mission puisse être repensée et pour que le Mali arrive vraiment, en tout cas pas que le Mali seul, les pays du Sahel et la sous-région en général puissent sortir de ce carcan du terrorisme. Alors, Adam Adronou, le ministre plutôt des Affaires étrangères, l'avait dit, les missions, vous l'avez aussi souligné, la mission n'a pas atteint ses objectifs. Vous pensez que c'est un échec aussi, comme lui, de cette mission ou que faut-il ou bien qu'aurait-il fallu que cette mission fasse? Pensez-vous, comme Daimou, que cette mission devait être une mission de combat? Et si oui, est-ce que cela n'enlève pas quelque chose à la question de souveraineté nationale de l'armée malienne sur son territoire, que ce soit des étrangers qui viennent tirer là-bas? Non, bien évidemment, même c'est le contraire même que vous évoquez. Parlant donc de la souveraineté, il faudrait véritablement revenir sur la structuration. Aussi bien, mais également la structuration devait tenir compte de la collaboration donc avec les États, en ayant donc leur consentement. Donc je pense que sur cette structuration, il a aussi évoqué, la question n'était pas véritablement donc bien débattue parce que il faudrait prendre d'abord les aspirations profondes, les préoccupations des Maliens sur l'intervention en ce qui concerne la paix, pour mieux structurer la chose et faire accepter la chose par la population, ce qui n'avait pas été donc fait. Donc en réalité, ce sont ces forces onusiennes-là qui n'ont pas en réalité respecté la question de souveraineté. Si telle que la question de souveraineté était respectée, comme telle, je pense qu'on devait prendre... tout faire pour protéger tout à fait. Prendre d'abord les préoccupations, que ce soit au niveau de la structuration, prendre en compte les préoccupations majeures des Maliens pour mieux structurer cette force-là et voir en réalité, puisque de toutes les façons, je pense que si nul était même le Mali, voilà pourquoi la question de subsidiarité entre les États même interviennent. Parce que eux, ils vivent la situation. C'est pas la même chose, puisque l'ONU, il est plus lointain, même si on sait bien évidemment qu'il y a des structures qui opèrent, qui lui font remonter dans des informations pour lui permettre de pouvoir mieux structurer et adapter l'intervention de cette force-là par rapport à la situation de terrain. Mais je pense qu'à fond, le Mali était beaucoup plus concerné par cette présence-là et donc les préoccupations des Maliens n'ont pas véritablement été prises en compte. Voilà pourquoi d'ailleurs même aujourd'hui on parle d'échec. Même si en réalité, toute sommation faite, les forces onusiennes, lorsqu'ils font dans le bilan, on peut en tout cas tirer quelques bribes de réussite en ce qui concerne les protections. Parce que lorsque nous le disons, ce n'est pas de facto que cette force onusienne n'a pas pu s'interposer lorsque les djihadistes interviennent pour massacrer dans les populations. Ils ont eu quand même à connaître quelques succès. Mais on devait plus parler de succès si en réalité les Maliens, les préoccupations maliennes étaient prises en compte dans la structuration de cette intervention-là. Alors, toujours dans cette logique, le ministre avait estimé que les étrangers qui sont venus ne maîtrisaient pas tous les contours et n'avaient pas apporté leur fruit, même s'il reconnaît quand même certaines victoires, comme vous venez de le souligner. Alors, si on est dans cette logique, n'est-il pas plutôt plus intéressant de se concentrer sur soi, travailler sur soi pour pouvoir arriver à relever les défis que de vouloir coopérer avec des étrangers qui forcément ne connaissent pas certaines réalités et qui aussi par moments peuvent ne pas aller dans la même direction que vous. Mais ce que vous dites, c'est ce qui a été donc fait par la suite. Mais pourquoi alors, pourquoi alors estime-t-il qu'ils sont toujours ouverts avec certains pays comme l'Allemagne? Il a souligné cette ouverture avec d'autres pays pour élargir la coopération avec l'Allemagne par exemple. Pourquoi coopère-t-il encore avec la Russie qui est leur partenaire? Oui, mais justement... on se dit que les étrangers ne peuvent pas bien faire le boulot. Non, parce que si nous remontons le temps et l'histoire, vous constaterez qu'en réalité, le Mali a connu toute une succession de gouvernance. Parce que lorsque vous prenez IBK en son temps, n'avait pas eu le point qu'il fallait, comme ce que nous constatons avec les militaires aujourd'hui au pouvoir. Donc ça voudrait dire quelque part que ce sont ces failles-là
qui ont contribué donc à en arriver aujourd'hui à la prise du pouvoir par les militaires, et que les militaires aujourd'hui ont su imposer un certain nombre de desiderata où les puissances étrangères, avant de venir, vous êtes obligés de calquer l'intervention, d'abord en collaboration avec le Mali, qui essaie de vous imposer en tout cas les besoins, et de vous imposer les itinéraires, de vous imposer l'espace géographique où ils voudront véritablement que vous interveniez. C'est en ce sens que, en tout cas, cette nouvelle logique de pouvoir donc convoquer ou inviter ou collaborer avec cette puissance étrangère intervient. Donc, on ne peut pas prendre la partie pour le tout, dire que voilà, parce qu'il y a eu échec, mais l'échec là n'est pas au prorata de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus intervenir au Mali sans prendre en compte les préoccupations majeures des autorités maliennes et des populations maliennes et sur l'espace géographique qu'ils voudraient. Donc, c'est un peu différent. Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui est assez différent, et même au niveau même de l'arsenal qu'il faut faire intervenir au Mali, le Mali doit être au courant, il sait qu'est-ce que vous avez déployé et à quoi cela est destiné. Ce n'est pas la même chose comme le passé. Voilà pourquoi il faudrait faire une distincte analyse sur les deux aspects. Alors, pourquoi se tourne-t-on toujours vers des partenaires étrangers quand on estime que les étrangers ou les missions internationales n'arrivent pas à résoudre le problème? Pourquoi ne pas compter sur soi uniquement, alors, et être encore ouvert à d'autres pays comme la Russie, comme la Turquie, comme il vient de le dire, à l'Allemagne, et à tous ces partenaires qui respectent d'une certaine manière l'orientation politique du Mali? Je crois qu'aujourd'hui, il y a ce renouveau, il y a quand même cette nouvelle mentalité qui est en train de prévaloir en Afrique, où nous avons compris que c'est important d'évoluer soi-même, de compter sur ses propres forces plutôt que de s'apitoyer sur son sort et d'espérer que le salut vienne de l'étranger. Donc, je salue vraiment l'effort malien, en tout cas tous les pays de l'AES aujourd'hui, qui ont réussi à comprendre cette situation et à travailler pour cette indépendance au niveau de leur structuration militaire. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore atteint un niveau, comme je le disais tantôt. Actuellement, la guerre, elle est beaucoup plus technologique parce que ce n'est pas seulement la force sur le terrain, mais derrière, il y a l'informatique, il y a le matériel, il y a tout cela les renseignements, les drones, tout cela qui entre en jeu. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas la technologie nécessaire pour nous permettre d'être totalement autonomes. Mais pour un pays qui veut être fort, il faut qu'il arrive à être fort, à être autonome et indépendant sur le plan de logistique militaire. Donc, étant donné que nous n'avons pas encore atteint ce niveau, nous avons forcément besoin de collaborer, nous avons forcément besoin de travailler avec des partenaires étrangers pour pouvoir réussir à combattre ou à dégager ce terrorisme de nos pays. Mais ces collaborations doivent se faire dans le respect mutuel. Avant, comme le frère le disait, les pays essaient de préparer des missions, ils viennent les plaquer chez nous sans pour autant nous impliquer dans la définition de la stratégie, alors qu'ils ne maîtrisent pas forcément notre territoire et nos situations sociales. Mais aujourd'hui, ces pays ont réussi à se faire respecter. Lorsqu'ils vont signer des partenariats ou appeler des pays étrangers à venir intervenir dans ces pays, il faut que leur opinion puisse être intégrée dans ces contrats. Donc c'est très important. Certes, il faut qu'on puisse évoluer de façon indépendante, mais nous avons pour l'instant besoin de ces partenariats-là pour pouvoir réussir. Mais il faut que l'on reconnaisse que nous avons besoin de travailler pour aboutir un jour à cette indépendance. C'est très important. Voilà. Alors, Adam Adrono, quelque chose à ajouter? Oui, naturellement, je pense que cet aspect de la chose également doit être pris en compte même aujourd'hui, puisque nous parlons de la sécurité, mais ça va au-delà, les questions économiques également. Vous avez vu qu'il y a pratiquement une révolution, ça voudrait dire quand même qu'il y a une répercussion, en tout cas des leçons tirées de ces faiblesses-là en termes de structuration, d'intervention, et comme le disait mon frère, en termes de structuration, d'intégration dans le contrat sur le domaine économique. Vous avez vu pratiquement tous les pays, que ce soit la Guinée, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, etc. Et c'est aujourd'hui de pouvoir les dupliquer dans la signature des contrats en ce qui concerne les terres rares, les minéraux, etc. Donc ça voudrait dire quand même que les choses ne seront plus comme avant, où pratiquement vous venez, c'est vous qui amenez les contrats tels que vous les voulez à votre avantage, vous les imposez au pays, en tout cas comptant sur leurs faiblesses, etc.
Aujourd'hui, nous avons besoin véritablement des contrats qui soient mûris et qui prennent en compte en réalité le développement, etc. Et que ce soit des contrats gagnant-gagnant. C'est sur ces deux aspects-là que je pense que cette souveraineté-là serait plus exprimée que ce qui a été fait par le passé. Quand on fait le point de la lutte contre le terrorisme et des missions qui sont intervenues au Mali et dans d'autres pays, avez-vous l'impression que la nouvelle méthode des pays du Sahel marche? La méthode est en train de marcher. J'espère que elle marchera beaucoup plus. Bien sûr, le terrorisme n'a pas encore été totalement combattu, mais nous voyons les succès. Aujourd'hui, il y a des territoires qui ont pu être reconquis par les pays de l'AES. Il y a une coopération militaire entre ces pays qui leur permettent de protéger leurs frontières. Et malheureusement, aujourd'hui que ces pays de l'AES sont en train de réussir à véritablement combattre ces terroristes, nous avons constaté qu'ils sont en train de redescendre vers nos pays où côtiers, le nord oui. du Mali, le nord du Togo, le nord du Bénin, le nord du Ghana subissent véritablement des attaques ces derniers temps. Donc il faut que cette coopération puisse être beaucoup plus régionale, c'est-à-dire que les pays de l'AES et les pays côtiers. Sinon, cette méthode est en train de marcher, véritablement, parce que les terroristes sont, ces derniers temps, beaucoup plus en difficulté que ce qu'on a connu de par le passé. Madame, avez-vous la même impression, cette méthode est en train de marcher? Oui, moi je pense que cette méthode est en train de marcher et marchera beaucoup plus, davantage et avec beaucoup plus d'efficacité. Puisque chaque jour, lorsque vous introduisez en tout cas de nouvelles approches dans la démarche ou dans la stratégie, vous récoltez donc des fruits. Il va de soi quand même que vous ayez encore des prétentions à faire mieux. Et je pense que lorsque vous prenez naturellement donc le Mali, qui est arrivé d'ailleurs même au-delà de l'aspect collaboration en ce qui concerne les renseignements, en ce qui concerne donc la mutualisation des forces, est en train de pouvoir donc installer pratiquement, en tout cas, des unités de montage, sinon de fabrication d'armement. Ce qui rapproche en réalité le fait d'avoir plus de l'arsenal pour combattre demain s'il advenait, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces forces de mal-là essaient de se métamorphoser avec le temps et justement avec beaucoup plus d'efficacité. Le fait le disait aujourd'hui, imaginez-vous des djihadistes qui ont des outils, des arsenaux assez plus efficaces et arrivent pratiquement à tenir tête aux forces régulières. Il faudrait quand même que cela puisse donc interpeller pratiquement une collaboration beaucoup plus efficace et faire en sorte que on puisse avoir les arsenaux qui puissent permettre de combattre efficacement, quel que soit le degré, en tout cas d'approche que devaient donc introduire ces forces de mal-là sur, en tout cas, nos territoires pour nous inquiéter. Merci beaucoup. Daïmou, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, et à cette méthode, il y a quelque chose que principalement le Burkina est en train de faire que j'aime bien. Il y a cette unité nationale autour de la lutte contre le terrorisme qui est appliquée. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilisation au sein de la population. Parce que vous savez que les terroristes, pour pouvoir vraiment faire leurs attaques, s'appuient sur les populations civiles. Ils s'infiltrent même au sein de cette population, rendant la tâche très difficile à l'armée qui est censée protéger les populations. Parce que dans un village où ils veulent faire une attaque, lorsque les militaires arrivent, ils ne peuvent pas tout de suite mettre la différence entre les civils et ces terroristes armés. Mais aujourd'hui, les pays de l'AES, que ce soit le Mali, le Burkina ou le Niger, ont réussi à travailler sur les populations. Ces populations aujourd'hui collaborent avec les forces. Lorsqu'il y a une situation d'anormalité qui se présente, ils se permettre rapidement de dénoncer et permettre à la force régulière de prendre des dispositions. Enfin, je vais faire un clin d'œil à l'armée togolaise qui fait un travail assez colossal au nord du Togo pour nous protéger. Et j'appelle au même moment l'opinion au niveau de ces villes concernées, notamment dans la région Savane, à collaborer fortement avec les forces de l'ordre pour pouvoir continuer à assurer la protection de nos frontières contre ces mâles qui nous gangrènent. Ce qu'il a dit est d'autant plus important dans la mesure où vous allez constater qu'Abdoulaye Diop a d'évoquer la question d'instrumentalisation de la question des droits de l'homme sur ces théâtres-là. Justement parce que lorsque vous voyez qu'il y a
en tout cas... les terroristes qui se mêlent aux populations. Tout à fait, aux populations. Il est très difficile. Et vous avez constaté que récemment, on disait, voilà, les gens sont venus, on a essayé de piquer certains et directement, donc, il y a eu, on les a abattus, etc. Donc, ce sont des questions, parce que l'armée qui est censée protéger sa population ne peut pas, en tout cas, se révolter contre cette même population-là. Ça voudrait dire qu'il y a eu des renseignements, il y a eu des éléments probants qui prouvent à suffisance que ce sont ces mêmes citoyens-là qui non seulement fournissent des informations, à partir du moment où vous acceptez fournir des informations à ces djihadistes-là, ça vous a dit vous êtes carrément acteur. Et vous également, vous combattez ces populations-là. Donc, ce sont des questions à prendre avec beaucoup de pincettes. Et malheureusement, nous constatons que ces puissances-là essaient d'instrumentaliser cette question des droits humains en oubliant cet aspect de la chose et imputent le mal donc à nos États, notamment donc le Mali. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure. La pause pour le journal, puis on reviendra après le journal pour la suite de cette émission.